En fait, c'est ça, l'homme. Il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. Dieu le Père Tout-Puissant. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jesus, le pro. Le cri de la liberté. On a tout dit, on a tout fait, on a tout fait. Je serais resté sur le bord de l'histoire. Donc ça veut dire que dans les mentalités, ça change. Et moi, je pense qu'ils en sont aujourd'hui à se dire, aidez-nous, nous qui allons les aider, à faire en sorte qu'eux puissent faire que Gbagbo sorte sans qu'il perde la face. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi que l'on passe. Il faut leur dire, comme disait le pape à une époque, n'ayez pas peur. Aux Européens, n'ayez pas peur, Gbagbo ne va pas vous manger, Gbagbo ne va pas venir faire du oui en Côte d'Ivoire, Gbagbo va venir rétablir des situations. Et ce qui se passe au Burkina, ce qui s'est passé au Mali, ce qui risque de se passer demain en Côte d'Ivoire, avec les djihadistes, etc., c'est au Sénégal, parce que le Sénégal, je pense que c'est le prochain hôtel qui va être attaqué. Il y a 9 chances sur 10 que ce soit au Sénégal, je suis désolé, mais c'est sur la liste. Hein. Et ça fait partie de la stratégie de ces gens-là en face. Donc, un gars comme Gbagbo, c'est quelqu'un qui va aider avec des situations comme ça. Parce que, rendez-vous compte, dans les écoutes téléphoniques de Soro, à un moment donné, Soro dit à Bassolé, le problème c'est que Mayaki n'est pas là, parce que pour les problèmes d'envie d'argent, Mayaki n'est pas là, il est au Qatar. Moi j'écoute ça, et je la fais écouter à un ami ivoirien qui a travaillé au ministère des Affaires étrangères et qui était assez souvent au Burkina ces dernières années. Et il me dit, mais Bernard, c'est un scandale d'État, il est foutu Soro, puis en plus il parle de Mayaki. Ben, il dit justement, tu connais Mayaki, non? Quelqu'un connaît Mayaki ici? Mayaki, c'est Moustapha Chafi. Et là, ça explique tout. Moustapha Chafi, c'est l'Aldané de Kampaoré, c'est l'intermédiaire de Ansardi, des Mourabitoun et tout ça, dans toutes ces affaires. C'est le gars qui dit aux gars, prenez les types en otage, et puis on va vous envoyer l'argent, et nous on récupère, et l'argent il se va distribuer avec d'intérêt, Bassolé, Kampaoré. Moi j'ai des témoins oculaires de gens qui ont vu les valises, pas les valises, c'était des sacs d'argent dans la voiture de Dendire, de Chafi, à Ouaga, pour aller chez Dendire. Ces gens ils disent, je les ai rencontrés à Paris. Et quand j'entendais ce matin les journalistes parler de la crise, de ce qui s'est passé au Splendide et tout ça, en disant, oui mais à l'époque, le journaliste de France 24 hier ça, je faisais des cours, je disais, oui mais, vous voyez, on a quand même enlevé Dendire, c'était la barrière contre les... Non, c'était pas la barrière, c'était l'intermédiaire. Dans mon livre, je vous raconte comment Dendire, depuis 94-95, fait des faux end-users pour les armes qui circulent dans toute l'Afrique. Ce type devait être en prison depuis des années et des années. Et c'est justement Chafi et tous ces gens-là qui étaient les intermédiaires. L'ami dont je parle était à Ouaga au mois de juillet de l'année dernière. Pas de l'année dernière, en juillet 2014. Il est chez Moustapha Chafi. Il est chez Moustapha Chafi à Ouaga. Et dans la cour de Moustapha, à Ouagadougou, il voit passer un gars qui reconnaît un des chefs d'Ansardine. Et il dit à Chafi, mais dis donc, le gars là, les plans le cherchent de partout. Il dit non, mais ici, il n'y a pas de souci. Il est à Ouaga, il est chez moi. Quand il y a des problèmes au Nord Mali, qui réunit les Touaregs, les Ansardines et tout ça pour essayer de discuter avec les Blancs? C'est Kampaoré à Ouaga. Si Kampaoré ne donne pas le feu vert, ça ne marche jamais. Bon, maintenant, Kampaoré est arrêté. Et il paraît qu'il est en Côte d'Ivoire, mais et Chafi, le jour où Soro parle, il est où? Il est au Qatar. Mais le Qatar, c'est la base arrière de tout ce problème. Parce que le Qatar, il veut avoir la paix chez lui, donc il finance les Ansardines et les autres. Et en même temps, il lutte contre les... Il y a des... Entre, vous savez, les Arabes, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, c'est aussi compliqué que le reste.
Et quand on dit si tu as tout compris à l'Afrique, c'est qu'on t'a mal expliqué, ça vous paraît pour les autres. Le Qatar, c'est pas un État, c'est la société privée du prince Al Thani, du Shah Al Thani. Je donne un exemple. Pierre Péan a écrit un livre sur le Qatar récemment, il dit il n'y a pas de ministre des Finances au Qatar. Quand il y a quelqu'un qui veut se faire payer, le chèque bien nouvelé fait un chèque. Il a le chéquier sur lui, c'est le chéquier du Qatar. Il fait un chèque. Quand il a besoin de Sarkozy, il fait un chèque à Sarkozy. Sarkozy, il court comme un lapin. Il a le chèque du Qatar. Quand Platini, le pauvre, s'est fait attraper dans l'affaire, parce qu'il a été voté pour le Qatar, parce que le Qatar a donné des sous. Le fils de Platini travaille pour la société de communication du sport qatari. C'est pas moi qui dis. Tous ces gens-là, là, c'est une nébuleuse qui traînent dans... Ils sont tous dans le même quai de chez nous. C'est ça, Nicolas Sarkozy, son environnement politique, c'est ça. Et puis Nicolas Sarkozy, il a son propre environnement avec Ouattara. J'ai cité dans le livre, à partir d'un document que j'ai récupéré de l'époque de Mitterrand, un document ultra secret dont j'ai eu la chance de... Je ne dis pas dans le livre comment je l'ai eu, parce que ça c'est mon secret, mais c'est vraiment un document réel. Et ça est lié à la évaluation du franc CFA, 1994. En janvier 1993, Mitterrand réunit un comité de crise à l'Élysée, autour de Berry-Leroy et quelques autres, y compris Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères, que je connais bien aujourd'hui, et qui m'a confirmé la réunion, pour dire on va préserver la parité du franc CFA tant que se peut. Pourquoi faire un petit peu ésotérique d'aller chercher un passeport voté? Parce que c'est son seul passeport. Quand il est désigné au FMI comme directeur Afrique, le communiqué officiel du FMI, et les gens de le FMI, c'est pas un club de rigolo, le monsieur Alassane Ouattara, de nationalité burkinabé, a remplacé monsieur X de nationalité tanzanienne. C'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Donc, à aucun moment dans l'histoire de la vie de M. Ouattara, il ne parle d'avoir une nationalité ivoirienne. C'est après coup que Houphouët-Boigny va régler, entre guillemets, le problème, et le créer définitivement. Et par exemple, quand il dit « je suis descendant de l'Empire de Kong », deux éléments. Premièrement, Bala Keïta, paix à son âme, que j'ai bien connu, m'avait raconté un jour, sans s'imaginer que je ferais un livre, que c'est Houphouët-Boigny qui demande à Bala Keïta d'aller au nord, lui-même se dit descendant de Soundiata Keïta, et donc il a ses entrées partout dans les villages du nord, et il est avec sa petite mallette remplie de CFA pour dire aux gens faites en sorte que Ouattara soit de votre village. Et il a eu un refus permanent de tous les vieux du village qui disaient c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et un village a accepté, à travers le fameux Gaussou Ouattara, c'est Kong. Et Gaussou Ouattara, si on fait l'ABN de Gaussou et l'ABN de Alassane, il n'y a rien qui va matcher. Gaussou n'a jamais été le frère biologique d'Alassane Ouattara. Bon, et après, il raconte qu'il est le descendant de l'empereur de Kong. Et il a eu l'imprudence, entre guillemets, de citer les différents successeurs de l'Empire de Kong, qui sont donc sa lignée ascendante. Il y a une liste de noms qui, pour moi, a été d'abord une révélation, parce que je ne savais même pas que ce monsieur existait en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai commencé à connaître tout le monde, et c'était un homme très proche de Houphouët-Boigny, qui est toujours vivant. Il y a un livre de Frédéric Cramel sur l'histoire de Houphouët-Boigny, qui est en 3 volumes. Le nom de ce monsieur n'apparaît pas en 1500 pages. Et pourtant, c'est un personnage clé. Et quand j'ai dit au président Gbagbo un jour à La Haye, président, j'ai rencontré X, il me donne beaucoup d'informations. Gbagbo m'a regardé et m'a dit, mais Bernard, tu habites dans le 1000. Alors j'ai regardé le président, je lui ai dit, mais vous connaissez ce monsieur? Il me dit, oui, il était à l'école avec moi. Mais c'est l'ombre de Houphouët-Boigny. Alors là, j'étais sidéré, parce que jamais j'avais imaginé que Gbagbo connaissait ce type comme ça. Et comment ce type connaissait l'histoire de la Côte d'Ivoire, et l'histoire des Ouattara, et l'histoire de tout le monde. Donc c'est pour ça que ça m'a permis d'écrire quelque chose qui est totalement
j'espère cohérent, mais qui représente la véritable situation qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, en particulier depuis l'arrivée de Ouattara, le 18 avril 1990, jusqu'à aujourd'hui, ça fait un quart de siècle. Et il y a les deux éléments principaux du livre, quand je parle d'imposture, c'est parce que l'imposteur, c'est celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et à la fois Alassane Ouattara et à la fois Dominique, Nouvion, Foulerou, Ouattara, plus tous les gens qu'elle a connus, ce sont des gens qui se passent pour ce qu'ils n'ont jamais été. Et deux exemples. Alassane Ouattara, ivoirien ou burkinabé. Moi, quand j'ai fait le livre, mon bureau est encore encombré de documents, de bibliographies que j'ai regardées, de lectures que j'ai faites, etc. Et dans toutes mes recherches que j'ai faites sur Ouattara, je suis arrivé à la conviction intime que Ouattara n'est pas ivoirien, c'est évident, et qu'il y a une personne qui a toujours dit que Ouattara n'était pas ivoirien. Une seule personne qui a été en permanence à dire qu'il n'était pas ivoirien, c'est Alassane Draman Ouattara tout lui-même. Parce que je n'ai pas trouvé un acte posé par Ouattara jusqu'au 18 avril 1990 où il sort un passeport ivoirien, où il sort une carte d'identité ivoirienne. Ce monsieur n'a toujours parlé que d'être un botanique ou un burkinabé. Quand il est petit, c'est pas lui qui le décide, c'est par son père. Ensuite, il a son numéro, à l'époque il y avait le service militaire, il n'a pas un numéro d'inscription dans l'armée ivoirienne. S'il était ivoirien, il aurait dû avoir un numéro d'enrôlement dans l'armée ivoirienne. Il a pu faire des études ailleurs, etc. Moi j'ai un numéro d'inscription. Bon, déjà, il y a un premier élément qui me paraît un petit peu favorable, c'est la décision qui a eu lieu le 14, avant-hier, que le procès soit confirmé pour le 28, parce qu'il y avait encore des atermoiements du procureur pour essayer de retarder, non pas soi-disant pour former les témoins, etc. C'est parce que plus on s'approche de la date réelle, parce que là il n'y aura plus d'obstacles, tout va se dire. La confirmation des charges, c'est préliminaire, comme disent, c'est une courbe préliminaire. Là on va être dans le dur. C'est-à-dire que là il n'y a plus d'obstacles à tout dire. Et la vérité va exploser. Donc, plus ils s'approchent de la réalité, plus ils veulent le repousser, certains. Et là, le juge italien a été très clair, il a dit non, ça fait bien comme ça, vous avez suffisamment de temps, maintenant on y va. La procureure voulait aussi qu'on empêche qu'on fasse un huis clos, etc. On ne peut pas faire. La publicité des débats, c'est le droit de base. Donc, on va arriver, et là, on est à une douzaine de jours du départ de quelque chose qui va changer beaucoup dans la situation, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et puis vous voyez comment est la situation générale de la sous-région. C'est encore tout frais, c'est même encore chaud. Et tout ça, c'est lié. Faut pas se... Toute la situation d'Afrique de l'Ouest est liée au fait qu'il y a une incapacité à la fois de l'ex-colonisateur et à la fois des dirigeants mis en place pour bien gérer la situation. Et c'est des gens comme Laurent Gbagbo qui, si on avait, moi j'avais dit un jour à un journaliste, Gbagbo c'est pas un bandit. Par contre, l'Afrique a besoin de 5, 10, 15, 20 Gbagbo. Je me souviens quand j'étais étudiant, il y avait Che Guevara qui disait il faut 5, 10, 20 Vietnam. Moi je dis il fallait 5, 10, 20 Gbagbo. Parce que c'est des gens comme Gbagbo qui fait que les gens veulent être dans leur pays, puissent travailler dans leur pays, que les crises de migrants se cessent, etc. Aujourd'hui, les gens fuient la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il y a une histoire anecdotique, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. L'an dernier, il y a une histoire de migrants qui a défrayé la chronique, parce que les Espagnols ont arrêté une famille qui arrivait en sud d'Espagne. Dans la valise, il y avait un enfant qui était lové et reconduit, un gosse de 7-8 ans. L'enfant, vous savez quel était son nom de famille? Ouattara. Donc, il y a des Ouattara qui fuient la Côte d'Ivoire de Ouattara. C'est ça que j'ai compris. Donc, ça veut dire que les gens sont fatigués. Tout à l'heure, nous sommes un petit peu en retard, non pas parce qu'on voulait la tradition ivoirienne, mais parce que France, dans les années 80,
je lis, par exemple, 92, 18 février 92, que maintenant je connais par cœur. Je le découvre à l'époque dans la presse française ou dans la télévision française. D'ailleurs, je me rappelle une anecdote de la télévision française qui m'avait fait rigoler à l'époque, c'est que Gbagbo est envoyé au tribunal, et puis il y a des avocats qui sont commis. Et je me rappelle l'avocat de Gbagbo qui dit « Mon client est coupable, il faut le condamner ». J'ai dit « Ah, c'est un peu spécial, non ?» Et ça m'avait fait rire à l'époque. Bon, et puis pas plus. Mais comme je vous disais, le fond de l'affaire, c'est que pour moi, la Côte d'Ivoire, c'était Houphouët-Boigny. Et Gbagbo venait troubler l'ordre tranquille, ce que j'appelle dans mon livre la Pax Gallica en Côte d'Ivoire. Et donc après, j'ai travaillé avec Ahmed Bassam, qui n'est pas le grand ami d'Ahmed Bakayoko, c'est même plutôt... c'est les chiens et chats exactement. Ahmed Bassam et Ahmed Bakayoko, j'ai eu beaucoup d'anecdotes là-dessus. On ne va pas perdre le temps. Mais effectivement, Ahmed Bassam, c'est le pouvoir... il vient d'Houphouët. Et au début, il fait partie des gens qui ont fait en sorte que Bédier puisse succéder à Houphouët. Parce que c'est dans la voiture d'Ahmed Bassam que Bédier rentre à Abidjan, va à la RTI pour faire son discours dans lequel il demande de façon un petit peu échevelée aux Ivoiriens de se mettre à sa disposition. Il a inversé l'ordre des facteurs. Et donc, effectivement, Gbagbo, c'est... Et en 97, je prends l'avion pour New York, pour une mission que m'a confiée Ahmed Bassam pour assister à un congrès sur les déchets dangereux dans la banlieue de New York. Je monte dans l'avion, et à l'époque, Air Afrique existait encore, et il y avait un vol qui faisait Abidjan, Dakar, New York. Comme je suis le conseiller d'Ahmed Bassam, j'ai la chance d'avoir un billet en business. Et ce soir-là, dans l'avion, quand je m'installe dans la classe business, je suis tout seul. Enfin, j'ai l'impression que je suis tout seul. Je m'assois, j'attends le décollage, et avant ça, je vois le commandant de bord qui rentre dans la cabine et qui va à l'autre bout de la cabine. Enfin, moi j'étais à gauche, effectivement, et à droite, dans ma belle que je n'avais pas vu en m'asseyant, il y avait un monsieur. Le commandant de bord arrive, commence à me saluer doctement et tout. Alors, je me dis, ça doit être un grand type. Je me penche, je reconnais Gbagbo, parce que je connaissais les photos. Alors j'ai dit, il y a un problème, parce que moi, je suis avec les gens du PDC et tout ça. Si on dit Oudin, en plus c'est un blanc, si on le voit dans la mer avec Gbagbo, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout. Je dis, il ne faut pas que je lui parle. Et tout ça. Puis, dans ma tête, je me dis, mais ce monsieur, c'est bizarre, parce que dans les journaux, c'est un mangeur d'hommes. Et puis là, il commence à parler de littérature, de musique, il ne cherche pas à me parler de politique, il ne cherche pas à me convaincre de quoi que ce soit. On passe la police, et lui, il me dit, vous restez à New York? Je dis oui, et il me dit, moi je continue sur Washington. Donc il a pris le transit, moi je suis sorti de l'aéroport. Il s'est passé 3 ans, moi je cherchais à le revoir, il y a le coup d'État de 99, et en 2000, j'ai un ami personnel que je connaissais depuis très longtemps, qui était un ancien joueur de la SEC, qui tenait une boîte qui s'appelait la Piedra, qui a été rachetée depuis par Ahmed Bakayoko, qui en a fait le Star Life ou un truc comme ça. Et ce garçon s'appelle Pierre Djedje, et ce Pierre Djedje a pour point d'avoir été l'accompagnateur de Gbagbo quand il a pris l'avion en France le 13 septembre 88 pour entrer en Côte d'Ivoire. Et Pierre Djedje marie sa sœur à Yamoussoukro en mai 2000. Et à cette époque-là, j'ai eu le seul palu de ma vie en Côte d'Ivoire. Je me suis resté 10 jours KO debout. Et donc je ne suis pas allé au mariage. Et fin juin 99, Pierre Djedje fait une espèce de séance de rattrapage, entre guillemets, pour ceux qui n'étaient pas allés à Yamoussoukro. Il fait un déjeuner un dimanche chez lui, avec sa sœur mariée, avec le mari, etc., puis quelques amis qui n'étaient pas allés à Yamoussoukro. C'est ça la réalité. Voilà, mais notre ami, Salim, on parlait de son ancien président, Abdoulaye Wade. Je vais commencer par une réflexion que m'a fait Gbagbo à la haine. C'est moi qui engage le débat, parce que Goodluck Jonathan venait de perdre l'élection en Nigeria.
Il dit, vous voyez, ça s'avance bien. Sarkozy est parti. Ouad est parti. Jonathan a perdu. Compaoré a dégagé. Il me dit, on oublie un. Le traître. Vas-y, quel traître? ATT. Il me dit, ATT a trahi. Non. Tout ça est parti. Donc, dedans, il y avait Ouad. Et Ouad a toujours été contre Bakou. Ouad a favorisé Soro. Un jour, il y a une réunion au tout début de la crise. Alors, la première chose que fait Ouad pour sauver les Soro et compagnie, c'est d'envoyer Gadio à Abidjan juste après le coup d'État de 2002, quand les Ivoiriens, l'armée ivoirienne est en train de chasser les rebelles d'Abidjan, remonte vers Bouaké et il bloque les gens à Tibissou pour faire un cessez-le-feu et que les gens discutent. D'ailleurs, à cette époque-là, Mongou, il était venu très en retard pour signer le cessez-le-feu parce qu'il ne voulait pas, etc. Doué s'était déjà caché sous un canapé. Et c'est Cheikh Gadio qui a commencé à initier ça, à envoyer par Ouad. Et après, il y a des réunions au Méridien à Dakar, le grand hôtel le Méridien à Dakar, à Wolof. Et Ouad, tous les témoins de ces réunions me disent, mais Ouad était comme le papa de Soro. C'est clair du début à la fin. Et aujourd'hui, tout le monde sait, à commencer par les hauts fonctionnaires de la BCAO, que tout l'argent volé dans les casses de la BCAO à Korogo, à Bouaké, à Mans, ont été en partie grandement recyclés chez Ouad. Vous savez, les billets de banque de la CFA, ils ont des lettres par pays d'origine. Quand ils font des émissions de billets, pour la Côte d'Ivoire, pour le Sénégal, etc. Après, ça circule dans la zone. Et tous les billets qui étaient pris à la BCAO, les neufs qui étaient pris à la BCAO de Bouaké ou de Korogo, étaient marqués Côte d'Ivoire. Enfin, de la lettre de la Côte d'Ivoire. Et qui sont tous, et c'est ces billets-là qui ont été recyclés par tonnes au Sénégal. Et la fortune en partie du fils, Karim, vient de ces activités-là. Ça, c'est clair. Donc, Ouad a joué un très très mauvais rôle dans cette histoire. Donc, Ouad. Partout en Afrique, démocratie. Partout en Afrique, multipartisme. Même ceux qui se brossent pas disent politique. Même celui qui se lave pas parle politique. Tu vas au maquis, là-bas on parle politique. Dans les kiosques à café, nos parents au village. Tu vas au marché, même dans le bus on parle politique. Yeah. Coco le yo, ibeleo. Oh ibeleo, coco ibeleo. Politique, politique assassine. Ne vois-tu pas tous ces gens meurent à cause de toi? Politique, politique assassine. Ne vois-tu pas tous ces gens meurent à cause de toi? Rabenya Thomas Sankara, Samuel Doe et tous ces gens morts à cause de toi. Nelson Dadaye, Amical Cabral, Anwar El Sadat, tous ces gens morts à cause de toi. Coco